C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Installez-vous aujourd'hui au Victoria. À la technique, Sébastien Lemercier et Philippe Traîneau. Ce rendez-vous pluriel est animé aujourd'hui, comme hier, par Loïc Turmel et Ronan Manuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ronan, Loïc, je vous laisse le micro. Merci chef, merci Gabi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant et bienvenue, c'est Pluriel, le magazine historique de Radio Rennes. On fête donc cette année les 40 ans des radios libres. Les 40 ans des radios libres, c'est important en 2021, les 40 ans de Radio Rennes. Et Gabi, que l'on vient d'entendre et qui est là avec nous d'ailleurs, a créé cette radio et il est toujours aux manettes. D'ailleurs, tous les matins, on est au garde à vous avec Gabi. Enfin bon, on ne vous raconte pas notre vie intime, mais tout de même. Alors, pour la première fois avec un vrai public, si on veut, depuis quelques mois, nous le faisions avec des invités. Là, le café est ouvert. Nous sommes au Victoria, hôtel-restaurant de l'avenue Janvier, où nous accueille Gérard Jubaud et toute l'équipe de Place de la Gare, avec les acteurs de Place de la Gare que nous retrouverons d'ailleurs également tout à l'heure. Alors, ça n'est pas avec Yvon Le Chevestrier cette semaine, et comme à l'habitude, mais c'est avec Loïc Turmel. Lui, c'est un membre du canal historique de Radio Rennes avec Chemin de Terre, qui est une émission mythique et dont on parlera bientôt d'ailleurs aussi sur l'antenne, parce qu'elle aussi fête son anniversaire. Bonjour Loïc. Bonjour Ronan. Alors pour évoquer 40 ans de musique à Rennes, on en a beaucoup parlé hier avec quelques-uns de ces acteurs, Pierre Lemou, Christian Annex, et puis Alan Stivell et Gérard Delahaye qui nous accompagnent encore cette semaine, et puis Étienne Grandjean et Gaëtan Grandjean, on va y venir. Pour le moment, il y a des images aussi sur la chaîne YouTube, et ce grâce à Gérald Nimal. Et là maintenant, ça y est, chrono en main. Je te laisse la main, Loïc. Merci Ronan et bonjour Alan. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de livres à cette antenne, c'est vrai. Alors des ouvrages t'ont été dédiés. Tu en as parfois d'ailleurs écrit les préfaces, mais as-tu été tenté, toi, par l'écriture d'un livre sur ta musique, sur ta vie de musicien, compositeur Très très tenté, mais alors évidemment je me dis toujours je ferai ça à la retraite, et puis du coup la retraite passe plus loin, et parce que donc c'est sûr que alors je me rattrape un petit peu des fois en mettant des trucs sur internet comme ça, ici et là, mais en fait j'aimerais beaucoup avoir du temps pour développer davantage, quoi, et bien sûr, parce qu'il y a tellement de sujets qui me tiennent à cœur. Et puis ce qui me tient à cœur, c'est peut-être justement, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnalité a une approche, et du coup c'est la faire connaître un peu plus, parce que un interview c'est bien, mais plus c'est encore mieux si on a un peu le temps de vraiment développer, quoi. Ouais. Et il y a tellement de choses que beaucoup de gens ne savent pas, et du coup ça trompe énormément en fait. D'autant que tu as amené effectivement beaucoup de réflexions sur les mondes celtiques, et puis sur un regard à travers l'universel, à travers l'éternité. On se dit que effectivement, peut-être il y aurait la matière à ce que toi, tu écrives. Il y a eu ce livre, j'en parlais hier, de Laurent Bourdelat, qui est un très beau livre sur toi, mais qui est une biographie. Mais on aurait envie de te lire. Mais en fait, je pense le faire, en fait. Je vais le faire en étapes, c'est-à-dire que je vais le faire en développant d'abord des choses sur Internet, et puis après, en espérant qu'il y a la possibilité de le publier par la suite, sur différents angles, en fait, parce qu'il y a des angles qui peuvent être plus des angles de réflexion autour de thèmes qui me tiennent à cœur, ou alors des choses qui peuvent être des anecdotes qui peuvent être assez intéressantes, puisque les choses sont liées. Comment on développe certaines idées, comme chaque personne développe des choses dans son vécu, etc. Et ça, je pense que c'est pas inintéressant. Tu as peut-être tenu, ou tu tiens peut-être toujours un carnet de bord, un carnet de route, non ? Oui, mais effectivement, de toute façon, peut-être ce qui est peut-être intéressant, je suis pas le seul, heureusement comme ça, c'est justement de chercher toujours quelque chose d'un peu original, justement des sentiers qui sont pas trop parcourus,
Et je trouve que c'est complémentaire par rapport à ce qu'on peut entendre le plus souvent, quoi. Et du coup, il y a énormément de personnes, de philosophes, d'universitaires qui développent des choses à leur façon, et c'est formidable, et on en bénéficie. Mais leur formation j'ai toujours trouvé, va les orienter d'une certaine manière quand même. Moi, si on parle simplement musique, il y a l'époque où je pouvais aller vers le conservatoire et aller vers le chemin, un chemin qui serait autour de ce qu'on apprend au conservatoire, tout ça. Donc le développement que j'aurais pu faire en fait en suivant une formation, un cursus normal. Et j'ai vraiment, ça a été une volonté personnelle de dire non, je veux pas ça. Je laisse ça aux autres. Ils font ça tellement bien de toute façon que de toute façon je vais pas aller sur ces terrains-là. Mozart, il y a très longtemps, je n'ai pas concurrencé, j'ai aucune intention de concurrencer Mozart. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se dire, justement, nous, par exemple, en Bretagne, ou dans le monde celtique, qu'est-ce qu'on a vraiment fait, en fait? Qu'est-ce qu'on a développé musicalement? Par exemple, il y a tout ce développement de la musique classique, d'Europe plutôt centrée sur l'Europe centrale, en fait, pour moi, un peu. Et du coup, qu'est-ce que ce monde celtique a à dire vraiment, en fait? Alors, il y a eu d'abord des expériences celto-classiques dans lesquelles quelques influences bretonnes, celtiques, chez Paul Leflemme, Guy Repars, puis il y a Jeff Arpenzen, tous ces gens-là. C'est peu connu et peu médiatisé. Et du coup, des gens qui en fait, ont développé un truc presque tout bête, en fait, qui était de faire ce que faisait Bartók en Hongrie, Borodine en Russie, et que les Bretons allaient, pourquoi pas, faire ce genre de choses. Donc, mettre une petite touche bretonne ici et là, etc. Et ça peut être très, très intéressant, évidemment, et heureusement que ça existe. Seulement, moi, mon idée, quand j'ai eu quand même cette connaissance, en fait, que j'ai accumulée, en fait, autour de la musique bretonne, la musique celtique, déjà dès l'enfance, c'était de se dire, mais nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on est à cheval sur le monde occidental, le monde extra-occidental, en réalité, puisque nos racines si lointaines, en fait, elles nous rapprochent du reste du monde. Alors, c'est quelque chose quand même énorme. On est tellement occidentaux qu'on est déjà au-delà de l'Occident et on est déjà près du monde, de mondes plutôt orientaux, africains, etc. Et donc, cette chance qu'on a en Bretagne, ça, il ne faut pas la gâcher, quoi. Et donc, du coup, faut développer ça. Et développer ça, on a du coup un questionnement qui va être exactement le même que le questionnement que fait un Amérindien, ou un Indien, quand il veut aujourd'hui, au XXIe siècle, développer, faire évoluer sa musique, en fait. Il va y avoir le spé, rock, etc. Mais, par exemple, est-ce qu'il va simplement dire, je vais au conservatoire de musique occidentale et puis je vais faire un cursus habituel, peut-être que j'en ferai des choses qui sont certainement fantastiques, peut-être. Mais est-ce que c'est ça forcément la seule voie possible? Et d'autres vont dire, non, moi je vais essayer de trouver quelque chose de particulier. Quand tu vois les chœurs bulgares, ce qu'ils ont su faire, du coup, c'est ce qu'il fallait faire en Bretagne et en Écosse, etc., quoi. Et du coup, ça a été cette orientation-là que j'ai prise plutôt. C'est ce que tu as fait absolument régulièrement. On va écouter un extrait. Alors, 40 ans après, hier, Loïc avait choisi un titre de 1981. Là, c'est un titre tout récent. Tu vas nous en parler tout de suite après. Hide Don't Knows. Alan Stivell, bien sûr, sur Radio Rennes et sur Radio Évasion. Siriol Gwen
Seren Arheden Nos Ile Joi Chwaer Dean Arheden Nos They will all fall, fears disarm thee. Now die knows and rodimni They will let no peril harm thee. Arheden knows. Un petit court extrait d'Alan Stivell d'un des tout derniers enregistrements et nous sommes toujours avec Loïc Turmel bien sûr et avec Alan. Voilà, Head on Nose, donc avec André Accor. Oui. De la famille Le Cor. La famille Cor, oui, effectivement. Donc c'est un album qui date de 2018, quelque chose comme ça. 18, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Human Celt. Oui. C'est le dernier album en date. Oui. Il y a autre chose sous le coude là actuellement ou... Ah ben là, sous le coude, c'est pas album, c'est live en fait, c'est la scène. En fait, donc tout le monde a hâte de remonter en scène. Donc moi, l'idée, c'est que je mets de côté toute la notion de captation, c'est-à-dire jouer en scène. Et du coup, j'ai énormément travaillé sur ma symphonie celtique revisitée. J'ai réécrit une nouvelle orchestration. C'est un truc qui te manque vraiment à Alan, la scène, parce que tu es aussi, alors tu es un homme de scène, mais tu es aussi un homme de studio. Tu as toujours bien aimé travailler avec les sons, etc. La scène, ça manquait là, Covid ou pas. Mais là, il faut dire que j'avais un projet qui était, je m'étais dit un jour, j'arriverai à trouver le temps j'avais déjà commencé avant le Covid et tout ça, j'avais déjà prévu en fait plus d'une année presque sabbatique à travailler sur cette symphonie. J'avais le rêve d'aller plus loin, puisque finalement, il faut quand même pas oublier que quand j'ai pu créer cette symphonie celtique à l'époque, je courais tout partout, donc je veux dire, on peut pas dire que j'avais vraiment le temps de faire quelque chose qui pouvait être suffisamment abouti. Et donc évidemment, 40 ans plus tard, il y a eu cette envie-là. Voilà. Mais je ne vais pas que ça, parce que je prépare l'Interceltique à Lorient cet été. Alors avec seulement 2 extraits en avant-première de la symphonie, mais aussi d'autres morceaux que j'ai écrit des orchestrations pour l'ONB sur d'autres titres. L'Orchestre National de Bretagne, dont on parlera le mois prochain d'ailleurs avec Marc Feldman, son directeur. Alors à quel niveau tu la trouvais pas aboutie cette symphonie-là De toute façon, à l'époque, j'aurais passé 2-3 mois de plus. C'est sûr que j'aurais été plus loin. Oui. Et puis donc l'interprétation, tout ça, c'est à la limite, c'est pas même totalement à la poubelle, mais de toute façon, comment veux-tu en un temps relativement réduit demander des choses que, par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure de rencontres entre l'Orient et l'Occident. Par exemple, je l'ai fait. Je vais peut-être plus loin, peut-être même que quelquefois, quand il y a des collages où il va y avoir un petit peu une petite couleur d'un instrument de musique, mais en même temps, ça ne va pas assez loin, parce que finalement, il faut amener, si possible, les musiciens classiques à aller vers des musiques extra-occidentales, dont la musique celtique, c'est-à-dire les tempéraments, par exemple. Tu as la gamme de la cornemuse écossaise, par exemple. Moi, je chante influencé, notamment en grande partie par là, pour les intervalles. Bon, et ça, c'est les micro-intervalles, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas au conservatoire. Et donc, du coup, avoir le temps, justement, de pouvoir aller plus loin dans ce sens-là, y compris par des musiciens classiques, là, ça devient vraiment intéressant, quoi. Et donc ça jouera quelques extraits sur scène donc au Festival Alors de Lorient. là, il y aura deux grands extraits cet été, Oui. le 11 août. Et il y a un enregistrement éventuellement de prévu après? Alors là, pour le moment, non. J'y penserai plus tard, quoi. Voilà, parce qu'on doit de toute façon déjà, en avril 2022, c'est plusieurs concerts, normalement, le Liberté à Rennes, une salle à Paris et ailleurs. Et puis, il y a l'été 2022, peut-être, l'intégrale, mais ça...
c'est On pas en encore reparlera écrit. à ce micro, évidemment. Hein. Alan reste avec nous, bien évidemment, dans cette émission exceptionnelle plurielle des 40 ans de Radio Rennes, avec tout plein d'invités, on vous l'a dit, et en live, Étienne et Gaëtan Grandjean. Alors, on parlera de cette formation tout à l'heure. Et puis, là, on a évoqué certaines dichotomies comme ça avec Gérard Delahaye, avec Alan hier. On va parler peut-être de dichotomie aussi avec un certain Tito Bingo qui pourrait bien pointer le bout de son museau un peu après cette chanson. Étienne, Gaëtan, bienvenue à tous les deux. Merci. Qu'est-ce que c'est ce que vous allez nous offrir? Alors, sans doute tout le monde connaît la fameuse, j'allais dire, le chef-d'œuvre de Robert Niel qui s'appelle Déshabillez-moi, qui est une véritablement interprétée magistralement par Juliette Gréco. C'est une chanson chaste et féministe où la femme prend le pouvoir en quelque sorte. Bon. Alors dans cette chanson, j'ai voulu lui proposer d'aller encore plus loin et de devenir une croqueuse d'hommes. Voilà, c'est un peu une réponse à Juliette Gréco. Et ça se passe ici sur Radio Rennes et au Victoria, avenue Janvier. J'ai un goût délicieux, je suis tendre et sacrebleu. Je voudrais que tu en raffoles, je passerai à la casserole. Boulotte-moi et dévore-moi, mords-moi comme un piranha. Gloutonne, friponne, sans hésiter consomme. Soit l'ogresse, la goulue, profite de mes attributs. Soit le miel, mais du sel. Ne fais pas dans la dentelle. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Écorche-moi, caresse-moi, et puis mords-moi de sang-froid. Les abus sont bienvenus, enlève le superflu, fais bonne chère, ma chère. N'attends pas que je récupère. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Dans la vie, tes cordons bleus, fais de moi un bienheureux. Je rêve pas d'un destin fragile, un festin de pacotille. Je veux un banquet, je veux un gueuleton. Cuisine-moi à ta façon. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Je te rêve en croqueuse d'homme qui jamais n'abandonne. Déshabillez-moi. Superbe clin d'œil.
à Madame Juliette Gréco, Étienne et Gaëtan Grandjean. Quelques secondes pour permettre à Étienne de nous rejoindre ici autour de la table du Victoria, Loïc. Alain, la chanson française, ça fait partie aussi de votre panthéon musical? Bah, de toute façon, bien sûr, c'est le monde. Hein. Oui. La France fait partie du monde, comme la Bretagne, et du coup, je ne fais pas partie de gens qui seraient dans le rejet absolu, bien sûr, de la culture française qui m'a influencé quand même aussi. Hein. Et d'autant que des grands maîtres de la chanson ont toujours eu un grand respect pour ton travail depuis 40 ans. Et puis alors, il y a des chanteurs français, des comment on appelle ça? Oui, des auteurs, voilà le mot, des auteurs français qui sont absolus. Hein. Alors Étienne, nouveau projet de chansons là? Voilà, ça y est, c'est parti. On est en train de travailler avec Gaëtan, qui est mon neveu, donc pour précision. Et donc, on travaille sur un nouveau répertoire, puis un enregistrement à la rentrée pour une sortie, j'espère, en tout début d'année prochaine. Voilà, ça fera un rendez-vous à notre antenne, évidemment. Bah, j'espère bien. Alors, 2 guitares ici. Est-ce qu'il y aura d'accordéon? Ah, pas d'accordéon. On va dire que j'aime bien travailler sur des instruments que je ne maîtrise pas forcément. C'est bizarre à dire, mais j'y trouve d'autres inspirations en fait. Donc c'est un. Et puis c'est aussi pour faire une vraie différence entre les disques d'accordéon que j'ai pu faire et puis les disques de chansons que je fais aussi à côté. Et donc, du coup, comme ça, on ne mélange pas. Voilà, donc ce sera assez dépouillé, comme ça, de guitare, ou il y aura d'autres invités? Alors, tous les arrangements sont faits par Gaëtan. C'est lui qui est responsable de l'artistique de l'album. Donc, c'est la patte de Gaëtan. Donc, il y a quand même des guitares électriques, des batteries, des claviers. Enfin bon, non, c'est pas tant dépouillé que ça. Ça le sera plus sur scène, certainement. À suivre donc, et on attend évidemment avec impatience la sortie de cet album. Alors, l'actu, c'est aussi un livre, hein, le tome 3 des leçons du professeur Tito Bingo, un livre qui s'intitule Artiste, beauté, gloire, et on attend la chute, c'est nombril. Alors un mot justement pour le public qui est là. Oraison funèbre pour artistes pas encore morts, c'était il y a 1 an ou 2. Le premier, c'était musicologie et autres cochonneries. Je vous les montre là, ils sont indispensables. Ils sont sortis l'un et l'autre aux éditions Guater et ils sont toujours en vente libre, car les librairies, mesdames et mesdames, sont ouvertes. Et le 3e tome donc va sortir bientôt. Alors humour et dérision au programme là sans doute? J'espère que les gens vont se marrer en lisant ça. En tout cas, le titre est évocateur. On parle du nombril des artistes, donc forcément, il y a un petit côté décalé aussi, puisque j'en suis un, donc je suis le premier servi, on va dire. J'ai créé ce personnage du professeur Tito Bingo, qui est un escroc et qui parle de musique et qui vend de la musique à tout le monde sous tous les prétextes possibles, on va dire. C'est une véritable escroquerie. Et même le livre est une véritable escroquerie. Je ne conseille pas aux gens de l'acheter, d'ailleurs. Non, mais c'est parce qu'on a un bénéfice à Radio Rennes pour ce qu'on vend. C'est pour ça qu'on en parle, en fait, Étienne. Alors effectivement, le professeur Tito Bingo, c'est un personnage que tu as créé, comme les autres personnages du livre d'ailleurs. Alors, est-ce que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que purement fortuite? Forcément, on s'inspire d'histoires qui nous sont arrivées. Je pense surtout au premier livre qui était plutôt sous une forme, on va dire, de dictionnaire. Et puis tu fais peut-être référence justement au bref de conservatoire. Oui, des fois on entend des trucs, donc on prend des petites notes parce que c'est rigolo, quoi. L'histoire de voulez-vous que je vous mette les doigts, ça m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore lu, enfin forcément il est pas encore sorti, donc personne n'a lu le livre. J'ai eu la chance de lire le PDF. Oui. Mais effectivement ça m'est arrivé avec des jeunes élèves d'accordéon. Non, c'était pas des jeunes élèves, c'était un cours collectif. Et il y avait une dame qui avait beaucoup de difficultés à poser sa main sur le clavier, tout ça. Et je me suis approché. Et au moment où j'ai dit la phrase, je me suis mordu la langue. J'ai dit, voulez-vous que je vous mette les doigts? Et je suis parti en pouffant de rire. Et elle a répondu oui.
Voilà, donc des sortes de brefs de comptoir. Bref, de conservatoire. De conservatoire, un petit peu analogue à ces brefs de comptoir, hein, effectivement. Alors, ça va sortir chez les Guater. éditions Guater, évidemment, hein, comme les deux précédents. D'ailleurs, le préambule est assez drôle. Rappelle-moi. Tu parles de l'éditeur, l'éditeur qui essaye de t'acheter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, vu le vif succès des deux premiers, qui sont des best-sellers, bien entendu, mon éditeur était très très pressé que le 3e tome sorte. Et moi, pas tellement pressé d'écrire, d'autant plus que je savais pas quoi y mettre dans ce bouquin. C'est ce que je raconte. Et donc, effectivement, à un moment donné, il va jusqu'à m'envoyer des gitans pour me casser la gueule pour que je l'écrive, ce foutu livre. Et à te promettre des bières gratuites. Voilà, aussi. oui, parce qu'à l'époque, Jean-Marie Guater était aussi patron de bistrot. Voilà, ce qui est un avantage d'avoir un éditeur patron de bistrot. Il paye en nature. En liquide. En liquide. Donc, mi-juillet, c'est ça, la sortie du livre? Alors, il sort à la Cobraise entre le 1er et le 15 juillet, et puis il sort hors Bretagne à partir de la rentrée. Voilà, bien ça fait un autre rendez-vous. Hein. Absolument. Alors, on va parler d'un autre rendez-vous avec l'aventure de Névénoé. C'était aussi il y a 40 ans. Je remets une petite couche simplement parce que je suis un grand fan d'Étienne et de Tito Bingo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui aiment bien, par exemple, l'écriture extrêmement savante, parce qu'elle est savante, l'écriture de Pierre Desproges, eh bien, on est dans un Pierre Desproges qui aurait baigné dans toutes les matières musicales et c'est vraiment un absolu bonheur. On va écouter Anne Christ. Alors, on parle des 40 ans de Radio Rennes, on parle des 40 ans d'une aventure qui s'appelait Névénoé et dont Gérard Delahaye va nous parler dans un instant. Anne Christ, ça date pas d'hier. Non. C'est une aventure 70, que les gens de moins de 20 ans peuvent pas connaître. Voilà. On l'écoute tout de suite. Hein. Par ici, c'est la nuit tout est permis, y compris qu'elle installe les draps de son lit sur le fond de ta mémoire, y compris que les oiseaux des hautes volières étouffent dans des sueurs de main meurtrière, qui les caresse un soir. Je rêve, C'est la nuit, tout est permis. Anne Christ, oui, on peut l'entendre. Hein, il y a un petit côté Piaf quand même dans l'expression, dans la manière de rouler les airs. On parlera de cette artiste assez singulière tout à l'heure avec Gérard Delahaye et quand on évoquera Névénoé. Nous sommes ici à l'hôtel-restaurant Victoria, avenue Janvier, pour ces émissions spéciales de Radio Rennes pour les 40 ans des radios libres et de Radio Rennes. Et nous découvrons aussi toute l'équipe de l'association, du label, de la marque Place de la Gare, avec aujourd'hui un petit tour assez incontournable d'ailleurs, parce que quand on va à la gare prendre un train, eh ben, comme il est souvent en retard, on va aller manger un petit truc avant ou boire un petit café, il est bon d'ailleurs, chez Pierre Gousset, en tout cas à Tivorne. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et bienvenue. Tivorne, alors c'est un nom qui, Alain est un bretonnant bien évidemment, et quel bretonnant. On aura l'occasion de revenir à cette terminologie de Tivorne, parce que c'est toute une histoire dans les Côtes-d'Armor, c'est tout un territoire aussi, et on aura le grand plaisir d'en parler à la rentrée avec René Ruello, du pourquoi et du comment de cette aventure de Tivorne. Qu'est-ce que vous faites là-bas, dans ce bel établissement, Pierre ? Alors donc on est une boulangerie traditionnelle, mais implantée dans une gare. Donc c'est quelque chose qui est en France unique, parce qu'on est, ah oui, c'est vrai. On est les seuls au final à avoir vraiment un fournil dans une gare. Donc tout est fabriqué sur place, que ce soit les pâtisseries, le pain, on cuit tout sur place. Et ensuite donc on propose un service de restauration, de café pour les attentes notamment.
Alors, vous n'avez pas trop, j'imagine, vous, souffert de la crise sanitaire. Ça continuait à travailler? Uniquement au début, les premiers mois. Les 3 premiers mois, on est resté complètement fermé, donc jusqu'à mi-juin. Et ensuite, on a pu reprendre une activité, mais forcément un petit peu ralentie. Est-ce que ça veut dire, avec un fournil qui est installé sur place, est-ce que ça veut dire qu'on minimise un petit peu l'activité, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de créations, de produits signés, particuliers? Vous avez des spécialités, par exemple? Ouais, on essaye d'avoir une gamme assez large quand même, avec beaucoup de propositions, des choses qu'on pense ou qu'on espère justement inédites un petit peu, que ce soit au niveau des pains. Au niveau des pâtisseries, on reste sur des pâtisseries un petit peu classiques, mais tout en restant dans le produit breton. On essaye de faire travailler également, et de travailler surtout avec des producteurs du coin, locaux, que ce soit par exemple pour les farines, pour le pain, pour les fruits, pour la charcuterie et le jambon, pour pas mal de produits. Et voilà, on a par exemple dans les produits bretons, on fait forcément du phare breton, du Queen Yaman. Pour ce qui est des pâtisseries, et pour les pains, on a notre référence, c'est la tourte au levain. Et ensuite, on fait des couronnes au sarrasin, beaucoup de pain au sarrasin également, avec les farines justement du moulin de Chancor qui est à Bru, et qui sont certifiées bio et qui sont des farines de la région rennaise. Bon, alors moi qui suis un membre éloigné, certes, mais tout de même de la famille Scordia, qui est réputée avoir inventé le Queen Yaman, je confirme que le Queen Yaman est tout à fait convenable, absolument délicieux chez vous. J'ai un truc à vous dire quand même, avant de conclure. Pourquoi il n'y a pas des chouquettes ? C'est une question qui nous revient régulièrement. Eh ben oui, alors, au matin à la gare, des chouquettes, moi j'en mange 15 moi, avec un demi-café. Eh ben on va essayer de répondre à cette question, et on va essayer de faire en sorte qu'on puisse vous satisfaire. Est-ce que dans la salle, là ici au Victoria, je peux avoir une véritable holla pour demander des chouquettes à Tivorne? C'est possible? Voilà, ça s'appelle le direct. C'est unanime, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc. En tout cas, Tivorne est très accueillant, très satisfaisant. Il y a vraiment des bons produits. Eh bien, merci. On vous souhaite une bonne continuation, une bonne route. Merci beaucoup, Pierre Gousset, d'être passé nous en causer. On va parler d'Anne Christ et de Névénoé avec toi, Loïc. Juste avant, Alain, gourmet, gastronome? Gastronome, non, ça sera un grand mot. J'apprécie, mais je suis loin de... Parfois, je trouve intéressant les relations qu'il peut y avoir entre les différentes formes d'expression. Donc, effectivement, parfois, on peut trouver des liens entre la cuisine musicale oui, bien sûr. et la cuisine abdominale. Les mots sont parfois les mêmes. Il y a des choses quand même. Il y a des choses qui se rejoignent, parce qu'en fin de compte, quand on cherche à faire des mélanges sonores, par exemple, et tiens, j'ai pas essayé de rajouter un peu de poivre de Cayenne dans la musique. Hein. Ouais. Tu vas avoir un truc plus pimenté, tu vas avoir ceci, cela, et tu vas retrouver effectivement ce que tu retrouves en peinture et en musique, tu vas le retrouver aussi sur les goûts. Tout à fait. C'est pas Gérard qui va nous contredire. Sûrement pas. Quand même un spécialiste des crêpes dans certaines chansons, si je ne me trompe. Avec un côté, simplement, c'est ça. Hein. Alors, Gérard, on a écouté tout à l'heure Anne Christ, donc un disque qui date des années 60, la fin des années 70, qui est un disque qui, à l'origine, est paru sur ce label Névénoé, une aventure qui se terminait finalement au début des années 80. Oui, ça s'est terminé même un petit peu avant, juste à la toute fin des années 70. C'était vraiment l'expérience... un peu typique, emblématique des années 70, avec... c'était pas une communauté, c'était une communauté de poésie et de musique et de travail, d'artistes, mais une grande utopie, puisque on voulait tous être absolument égaux, on voulait rien gagner sur ce qu'on faisait pour que tout soit reversé pour les copains. Évidemment, au bout d'un moment, ça tient plus. Mais ça a tenu quand même 6-8 ans, donc, ce qui n'est pas si mal. C'est en fait le temps de notre jeunesse, le temps de se former nous-mêmes, et ça a été notre école, en fait. Voilà, et on peut retrouver donc toute cette aventure dans un livre dont je conseille vraiment la lecture. Hein, donc ça s'appelle tout simplement Névénoé, donc Coopérative utopique. C'est paru aux éditions de Juillet en 2017. Un beau livre. Un beau livre, oui, avec en couverture, je l'ai revu ce midi avant de venir ici, une couverture où on retrouve donc Patrick, Ewen, bien sûr, Molène Favenec,
toi au concertina d'ailleurs. Oui. Et puis Et Christine. Noguez. Christine, à qui on dit coucou évidemment là où Ouais. elle est. Hein. Donc quel regard maintenant tu portes sur cette période-là? Oh ben c'est voilà le regard qu'on peut tous porter sur notre jeunesse, c'est-à-dire un moment où en fait, je me rends compte maintenant qu'on était très torturés, mais en même temps, on a toujours l'impression que c'était un moment béni, un moment lumineux. Et moi, je me souviens que c'était très noir. Quand on écoute la chanson d'Anne-Christ, là, le dernier couplet, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle dit quand mon enfant tout neuf a poussé un grand cri parce qu'il était nouveau, je l'ai posé à terre dans le fond d'un panier, j'ai serré les anses jusqu'à l'étouffer, ce qui est qu'un grand cadeau. Ouais, ben bonjour. Et on écrivait des choses comme ça, je sais pas, on avait une noirceur en nous. Oui, et en même temps une joie de vivre, quoi, évidemment. Oui, parce que je me souviens qu'à l'époque, tu avais sorti un album comme, j'ai oublié le titre, où il y avait Camion, par exemple. Le Grand Cerf-Volant. Le Grand Cerf-Volant, Qui est très noir aussi. Très noir. Oui. Oh, mais même quelques années plus tard, quand on se promène à Lofoten, par exemple, aux îles Lofoten, c'est pas non plus extrêmement ensoleillé. Tout J'aime ça, bien ces ambiances-là. Ah, mais moi c'est aussi, vrai. beaucoup. Je vois ça comme de la peinture, moi. Je vois des images réellement et j'essaye de les transcrire en musique et en mots. Ouais. Mais je vois vraiment ça comme une image peinte, quoi, un tableau. Voilà, et au début des années 80 aussi, il y a eu un album qui s'intitule Weekend & Co, qui avait été récompensé par un grand prix de l'Académie Charles Cros. Oui. Alors, je me souviens de ça, alors comment tu avais reçu cette récompense, toi, et qu'est-ce que tu en attendais, en fait? En fait, j'étais extrêmement surpris parce que moi, c'est pas un album, c'est un album qui est le fruit de beaucoup de je ne dirais pas de souffrance, mais quand même, si, c'est ça, d'une période très très dure, où j'avais quitté justement le groupe Nevenoé, j'étais sorti un peu du giron, quoi, qui était protecteur. Et puis j'avais essayé de mener ma vie de chanteur indépendant, d'aller démarcher les majors, des choses comme ça, ce que Alan connaît bien, il avait plus de succès que moi. Et je suis tombé sur des os à peu près partout parce que j'avais pas l'esprit formaté du tout pour ça. J'étais pas capable de larguer un peu de mon indépendance pour me mettre à dans leur point de vue, quoi. Et donc j'ai passé 3 années assez difficiles, et Weekend, c'était le résultat de ces années-là. Un disque un peu pas amer, mais acide, très acide. Et j'avais envie d'être un peu punk, alors voilà, je mettais de la guitare électrique, j'avais des textes très acides aussi, et c'est pas le disque que je préfère dans ce que j'ai fait, mais ça fait partie d'un itinéraire d'artiste, quoi. On va te laisser reprendre ta guitare. Je vais laisser Loïc conclure cette série d'émissions avec Alan qui a été notre invité pendant 2 jours. Je rappelle aussi, et allez faire un tour sur le site de Gérard Delahaye, qu'il y a un spectacle où tu te racontes, Gérard, qui est absolument merveilleux, où tu parles de ton enfance, de ton adolescence, des Beatles, du rock, tu parlais de punk et tout ça, qui est vraiment un spectacle qu'il faut voir absolument. Le fil de la guitare. Le fil de la guitare. Eh bien oui, on arrive au terme de cette émission. On va écouter donc tout à l'heure Gérard dans un répertoire assez différent de celui d'hier d'ailleurs. Alors Alan, on parlait tout à l'heure de livres. On peut s'y attendre alors à un livre qui va sortir bientôt? Là, en attendant, tiens, je vais peut-être citer très rapidement que j'ai fait la préface d'un livre de Tudual qui s'appelle Ars et Morica, et qui est sorti récemment, d'ailleurs il y a à peu près 3 semaines à peu près. J'ai écrit un livre commun en fait où il y a Jan Kefelec, pas mal d'écrivains qui s'appellent Le sel de la Bretagne. Qui est un très beau livre. Hein. Il y a Irène oui, je l'ai lu, je l'ai dévoré récemment. Il y a un beau texte sur Brest et il est magnifique. C'est intéressant de se retrouver. Alors là, du coup, c'est un énorme honneur pour moi de côtoyer, parce que quand même, je ne serai jamais un grand écrivain, quoi. Et donc, de toute façon, alors du coup, c'est un plaisir de donner mon petit grain de sel, justement, à cette occasion-là. Et autrement, donc effectivement, plus tard...
j'aimerais bien avoir le temps d'écrire un peu plus. Voilà, eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion effectivement d'en reparler à ce micro. Et puis on va laisser Gérard chanter maintenant. Merci Alain. Eh bien, avec grand plaisir, Gérard qui va conclure cette série d'émissions. Merci encore à Alain Stivell d'avoir été avec nous. Je remercie aussi évidemment toutes les équipes de Radio Rennes. Et puis encore une fois, merci à Pierrick Lemou, à Christian Annex, à Étienne et Gaëtan Grandjean. Je n'oublie personne là, si ce n'est Gérard qui est là au micro avec une chanson qui est absolument bouleversante. J'en connais le nom et je te laisse la présenter et la chanter. C'est une guerze en fait. Je dis ça pour Alain parce que c'est vrai que si j'avais pas mené mon parcours en Bretagne, j'aurais pas écrit les choses de la même façon. C'est une chanson qui raconte une histoire vraie, l'histoire d'un, vous allez voir, ça, tout est dans la chanson, d'un musicien africain que j'ai rencontré il y a quelques années, à qui j'ai donné une guitare et ce qu'il advient de cette guitare par la suite. Venez approcher, ouvrez grand vos oreilles, car j'ai une histoire, elle est triste, elle est belle. L'histoire d'une guitare, l'histoire d'un musicien, c'est l'histoire d'un hasard qui se change en destin, c'est triste et c'est beau. Ma guitare est morte à Gao. J'avais beau la caresser, oui la caresser, elle restait muette, elle voulait pas chanter. J'étais malheureux, oui, car c'est trop dommage de garder un petit oiseau muet dans sa cage. Pauvre petit oiseau. Ma guitare est morte à Gao. Mais voilà qu'un soir elle a rencontré Paris, qui venait du Niger, qui venait du Mali, qui chantait des chants à la tombée de la nuit, qui jouait des tambours, qui jouait d'une goni, un genre de petit banjo. Ma guitare est morte à Gao. Voici que sous ses doigts la guitare a gémi. Elle s'est mise à chanter, oh oui, oh oui, oh oui. Voyant ce miracle, voyant cette merveille, je la lui ai donné, quand est venu Noël, un joli cadeau. Ma guitare est morte à Gao. Le voilà bientôt reparti vers son pays. La guitare sous le bras, elle était toute à lui. Dans le sable brûlant sur les bords du Niger, il a chanté le vent, il a chanté la terre, le soleil et l'eau. Ma guitare est morte à Gao. Mais malheur pour elle, malheur aussi pour lui. Ils sont partis jouer dans le nord du Mali. Et voilà des barbus, ceux qui voilent les femmes, qui font régner la peur sous le nom de l'islam, leur ont dit 3 mots. Ma guitare est morte à Gao. Donne-moi ta guitare, cet instrument du diable. Je la prends, je la soulève, je la balance dans le sable. Je m'en vais la faire chanter, moi oui, écoute bien. Je l'écrase sous mes pieds pour chasser le malin en petits morceaux. Ma guitare est morte à Gao. Et si t'es pas content, j'ai ici ma calache. Et je t'envoie une rafale, une rose rouge qui tâche. Paris, mon ami, est reparti au sud, emportant sa tristesse et sa solitude. Il avait le cœur gros. Ma guitare est morte à Gao. Et moi qui vous ai conté cette chanson, moi aussi je suis triste pour mon compagnon.
Sur les bords du Niger africain, mon ami joue sur une seule corde, ce tongoni, ton petit banjo. Ta guitare est morte à Gao, ma guitare est morte à Gao. Ta guitare est morte à Gao. Gérard Delahaye, ma guitare est morte à Gao. Oui. Hein, Il y a un genre de chanson. ça fait un peu les poils, comme Ça on dit. met un peu les poils, oui. Effectivement, merci Gérard pour cette alors, chanson qui va figurer sur un album ou Un album sur lequel je suis en train de travailler Oui. actuellement avec des musiciens, avec des Jean-Luc Thomas, Gabriel flûte. Faure, Dominique Mollard, enfin d'excellents musiciens bretons. Et Cédric Alexandre, contrebassiste de l'Orchestre de Bretagne, et puis enfin excellent contrebassiste. Voilà, un bon groupe de musiciens. L'album qui sortira peut-être 2022, on peut espérer, début 2022. voilà, On revient donc sur Radio Rennes. encore un rendez-vous à fixer. Voilà. Donc un disque que tu enregistres évidemment à la maison. Bah oui, bien sûr, oui. Ah oui, comme tout le monde maintenant. Alan, merci Merci à vous. d'être venu ici à ce micro pour célébrer donc 40 ans de Radio Rennes, 40 ans de radio libre, comme on Bravo. dit, 40 ans de radio associative. Bravo Radio Rennes. Hein. Merci. Eh oui, Ouais. je suis assez d'accord. 40 ans, il faut le faire. Hein. Ouais, impeccable. Merci beaucoup Gérard, Beau merci parcours. Alan, merci Loïc. On va, tu as évoqué Gérard, l'orchestre symphonique de Bretagne, Alan aussi tout à l'heure. Ce seront nos prochains invités avec Marc Feldman le 2 juillet prochain. On parlera de musique classique, puis on mélangera les musiques aussi. Et je crois que c'est bien toi Loïc qui sera Je crois que nous allons nous de retrouver l'affaire le 2 juillet, également. effectivement. Bah Eh oui. ben, écoute, moi je pense qu'à ce moment-là, je sais pas ce que vous en dites, hein, mais mes garçailles, eh ben, on va envoyer le générique, vous voyez, et puis on va aller boire une bolée, baiser une bolée, comme on dit même ici, hein. On va faire ça comme ça, et puis restez surtout avec nous là maintenant sur Radio Rennes parce qu'on y est de mieux en mieux. Merci.